Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Selon votre position géographique à travers le monde et les fuseaux horaires, nous sommes très heureux de vous accueillir une fois de plus dans la grille des émissions intitulée Parole au gouvernement, une tribune qui offre l'opportunité à chaque membre du gouvernement de passer en revue le bilan mi-parcours des réalisations à l'actif de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra. Pour ce 9e numéro et cet exercice démocratique, nous aurons l'honneur de recevoir sur ce double plateau de la radio et de la télévision nationale le ministre en charge des mines et de l'énergie, M. Rufin Benam Beltungu, qui est déjà avec nous, mais naturellement, nous serons deux pour animer cette entrevue en exclusivité avec le membre du gouvernement. Estelle Karine Mazmoko, je suis journaliste, rédacteur en chef à la direction des informations Radio Centrafrique. Et moi-même, bienvenue Bissayo, présentateur sur cette même chaîne et également directeur des informations sur la chaîne de l'unité nationale. Monsieur le ministre, vous avez été reconduit par le président de la République, le chef de l'État, dans le tout premier gouvernement de la 7e République. Qu'est-ce qui justifie justement cette marque de confiance? Je vous remercie. Bonjour déjà, madame, monsieur le journaliste. Je vous remercie de l'occasion que vous me donnez aujourd'hui de pouvoir me prêter à cet exercice de redevabilité auquel nous, membres du gouvernement, sommes assignés. Je voudrais dire que vous me posez là une question difficile parce que vous me demandez de justifier en quoi le chef de l'État a renouvelé sa confiance en ma modeste personne. Cela risque de me pousser à une autosatisfaction. Je pense tout de même que lorsque vous donnez du travail à quelqu'un, vous donnez un devoir à quelqu'un et que cette personne n'a pas rendu une bonne copie, vous ne pouvez en aucun cas lui renouveler votre confiance. C'est peut-être le cas. Mais c'est aussi parce que la confiance qui est renouvelée prend en compte plusieurs paramètres. Non seulement parce que vous avez rendu une bonne copie, mais aussi parce que vous vous inscrivez dans la vision de la personne qui a placé sa confiance en vous. Et c'est aussi le cas. Je voudrais juste dire ceci. Quand vous avez du travail à faire et que vous le commencez si bien, je pense que la haute hiérarchie a toutes les raisons pour pouvoir vous renouveler sa confiance, pour pouvoir terminer ce que vous avez entamé. Voilà ce que je peux dire sans vouloir rentrer dans la pensée du chef de l'État. Monsieur le ministre, cela fait déjà plusieurs années que vous êtes à la tête de ce département. Alors dites-nous aujourd'hui quel est l'état des lieux du secteur minier et géologique de la République centrafricaine et quelles sont les actions que vous êtes en train de mener pour relever tant de défis au milieu de ce secteur? L'état des lieux du secteur minier aujourd'hui nous oblige et nous pousse à plus d'ardeur et à plus d'abnégation parce que nous avons entamé dès juin 2021 des réformes dans le secteur et du travail qui ont commencé à apporter des résultats. Vous savez, quand on avait eu le privilège de prendre la tête de ce département en juin 2021, déjà à cette époque, il fallait très rapidement assainir le secteur minier parce que la fraude à ce moment-là était vraiment endémique. Et il fallait non seulement lutter contre des fraudeurs transfrontaliers, mais en même temps lutter contre des fraudeurs qui sont internes. Et il fallait également assainir le cadastre minier parce que certaines sociétés qui étaient détentrices des titres miniers, qui avaient eu le privilège d'avoir ces titres miniers-là, n'existaient pas sur le terrain au motif qu'il y avait l'insécurité dans notre pays. Et donc il fallait de manière urgente commencer par cela. Nous avons eu l'occasion de travailler par l'entremise de deux organes de l'État. Je voudrais citer l'unité spéciale antifraude, l'USAF, et l'inspection générale des mines, qui ont pour mission de
pouvoir réprimer la fraude et la contrebande et lutter contre la corruption. Donc nous avons commencé en termes d'action urgente à ce niveau. Mais de l'autre côté également, pour s'inscrire dans la durée, il fallait également, en termes de gouvernance, avoir une bonne connaissance de notre sous-sol. Parce que vous êtes sans ignorer que depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, même dès avant l'indépendance, les premières exploitations minières ne concernaient que l'or et le diamant. Et donc, la mission qui nous avait été confiée était celle de réfléchir au fait de diversifier l'exploitation minière. Bien entendu, je parlais de diamants tout à l'heure. À cette époque-là, et même jusqu'à aujourd'hui, le secteur de diamant, le sous-secteur diamant, était sous sanction du processus de Kimberley. Et d'ailleurs, l'est partiellement jusqu'à aujourd'hui. Et il fallait, avec cette sanction sur pratiquement 16 zones de production de diamants, 16 sites sur 24, il fallait faire en sorte que l'exportation de diamants puisse augmenter. Mais au-delà, l'opportunité, la sanction concernant le diamant avait donné une autre opportunité. Pratiquement tous les acteurs se sont reversés dans la production de l'or. Donc il fallait également travailler, faire en sorte que l'or qui était produit rentre dans le circuit légal pour permettre à l'État d'engranger suffisamment de ressources. Et nous pensons qu'aujourd'hui, avec les chiffres que nous avons en termes d'exportation, que nous avons réussi à améliorer non seulement la production, mais l'exportation également, mais aussi une certaine discipline s'est instaurée parmi les acteurs, non seulement les cadres de l'État qui travaillent au sein de ce département, mais aussi les acteurs du secteur minier. Je voudrais citer les agents producteurs comme les artisans, les sociétés minières et ceux qui sont dans la commercialisation comme les collecteurs et autres bureaux d'achat. Excellence, c'est la question du peuple à ce jour, de savoir que le constat est très amer de savoir qu'au jour d'aujourd'hui, la République centrafricaine continue de pratiquer l'exploitation artisanale de nos ressources minières. Quels sont justement les mots qui minent l'industrialisation de ces pierres précieuses pour générer plus de revenus dans l'économie nationale? La problématique d'industrialisation concerne tous les secteurs agricoles et miniers et autres. En dehors du secteur forestier qui est plus ou moins industrialisé, tous les autres secteurs sont restés au niveau pratiquement artisanal. Et c'est le cas également du secteur minier, comme je l'ai dit tantôt. Vous savez, pour faire de l'industrialisation, il faudrait beaucoup de capitaux. Et ce que, pour l'instant, notre pays n'en dispose pas. Mais il y a quelques prérequis. Procéder à l'industrialisation d'un secteur voudrait dire disposer d'un climat des affaires sain, attrayant, qui attire des investissements, non seulement nationaux, mais des investissements directs et étrangers. Et pour en arriver là, la première des choses, c'est déjà la sécurité. Il faudrait que nous soyons capables d'offrir la sécurité à ceux qui viennent investir leur argent dans notre pays. Les gens ne viendront pas parce que nous avons beaucoup de ressources pour venir mourir ici. Les gens viendront non seulement pour faire de la philanthropie, mais pour tirer profit de leur investissement. Et donc nous devrions être capables de leur offrir la sécurité. C'est ce à quoi le gouvernement a travaillé dès l'accession, a commencé à travailler dès l'accession à la magistrature suprême du chef de l'État en 2016. Aujourd'hui, nous pensons que la sécurité est rétablie quasiment sur toute l'étendue du territoire, en dehors de quelques poches d'insécurité, mais l'opportunité maintenant est donnée aux investisseurs de pouvoir revenir ici dans le pays. Mais à cela, il faudrait ajouter aussi le cadre juridique, le cadre légal.
nous devrions disposer d'un cadre juridique attrayant. Et l'actuel code minier que nous utilisons date de 2009. Nous avons, suite à une étude diagnostique, relevé quelques points qui sont rédhibitoires pour une industrialisation du secteur. Et nous travaillons à cela. Nous pensons que d'ici le mois d'avril, nous disposerons d'un nouvel instrument juridique qui permettra de pouvoir attirer suffisamment d'investissements. Mais je voudrais aussi ajouter que quand on parle d'industrialisation, on parle également d'infrastructures pour que les gens puissent investir de manière industrielle dans le secteur. Nous devrons leur offrir de l'électricité. Nous devrons leur offrir de l'électricité. Et cela, depuis plusieurs années, a été le problème que nous avons observé, identifié dans le secteur. Et là également, le gouvernement a travaillé à cela. Depuis 2 ou 3 ans, la situation semble s'améliorer. Mais industrie minière voudrait dire avoir des sites miniers où on a des zones de production d'électricité. Et vous savez, la situation de Bangui, si la situation de Bangui s'est améliorée, celle de l'intérieur du pays en termes de production d'électricité demeure encore un peu difficile. Dernièrement, mon collègue de l'énergie était parti à Bambari pour le lancement de la centrale solaire, de la production de la centrale solaire de Bambari, aussi à Berberati. Cela nous offre l'opportunité justement de pouvoir travailler dans le cadre de nos activités à ce que des licences soient octroyées à certaines sociétés dans ces différentes zones. Et à ce moment-là, nous pouvons mettre en place un embryon d'industrialisation du secteur. Mais je voudrais ajouter que le secteur minier est assez particulier. L'industrie minière est assez particulière. C'est-à-dire les sociétés qu'on appelle les majeurs qui œuvrent dans le secteur fonctionnent, permettez-moi l'expression, un peu comme des fourmis. C'est-à-dire que tant qu'une société de leur calibre ne se pointe pas chez vous, personne ne viendra. Et donc, nous travaillons à cela. Parce que dès qu'une société majeure se pointe chez vous, ça rassure les autres. Cela prouve qu'il y a un climat d'affaires assaini, qu'il y a des opportunités pour leur permettre de réaliser les investissements. Et donc, nous travaillons à cela. Nous pensons que avec la levée de la sanction du processus de Kimberley, pour laquelle nous travaillons actuellement, avec la production de l'électricité qui s'est améliorée d'ici quelques mois, voire quelques années, nous aurons la possibilité de voir une première mine industrielle en Centrafrique. Déjà, nous avons des mines semi-industrielles. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Maintenant, parlez-nous un peu des indices de minéraux constitués de substances énergétiques. Est-ce que la République centrafricaine en dispose-t-elle? Oui, nous avons l'habitude de dire Urbi et Orbi que nous avons plus de 470 indices de minéraux. J'ai eu l'occasion de dire que parler de cela pour un pays minier me dérange un peu, parce que 470 indices de minéraux ne valent absolument rien devant ce que les autres brandissent. Les autres parlent de 1200, de 1500. Nous en sommes à 470 indices de minéraux. Et encore, je voudrais préciser que cela date des années 95. En 95, nous avons bénéficié de l'appui de la Banque mondiale qui nous avait permis dans le cadre du plan minier, qui nous avait permis de mettre en évidence plus de 470 indices de minéraux, parmi lesquels seuls le diamant et l'or sont exploités. Aujourd'hui, de manière artisanale, comme vous l'aviez, votre confrère l'avait dit tout à l'heure. Et j'ajouterai l'uranium, pour lequel une licence d'exploitation avait été octroyée, mais malheureusement ce projet n'a pu prospérer et nous sommes en train de travailler pour pouvoir le relancer.
Monsieur le ministre, est-ce que la République centrafricaine dispose-t-elle d'une carte géographique minière et énergétique? Vous voulez parler de la carte géologique? Oui. Ben, c'est en fait l'étude, comme je vous parlais, de plan minier qui a été élaboré en 1995. Ce plan a mis en évidence 470 indices de minerais. Et dans la carte géologique, vous verrez, on vous dira, bon, voilà, à Bozoum, vous trouverez de l'or, à Koundé, vous trouverez de l'or, à Nzako, vous trouverez de la lignite, vous trouverez à Bakouma de l'uranium. Cette carte géologique existe et c'est ce que nous donnons d'ailleurs régulièrement aux investisseurs qui s'intéressent au secteur. Restons dans ce registre pour vendre un peu plus nos potentialités, les ressources minières que nous regorgeons en République centrafricaine. Quel est le mécanisme de communication et de diffusion de ces pierres précieuses en dehors de nos frontières pour attirer beaucoup plus d'investisseurs dans ce secteur? Ben, déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Avoir un climat des affaires attrayant. C'est la meilleure image à renvoyer aux investisseurs. Parce que nous sommes dans un monde de compétition. Les mêmes minéraux que dispose notre pays existent dans d'autres pays également. L'or existe dans les pays voisins, le diamant, l'uranium, le fer et autres. Donc nous sommes dans un monde de compétition. Nous devrions faire en sorte que notre pays soit une destination beaucoup plus attrayante que celle des autres. Et en cela, comme je le disais tantôt, nous devons plus travailler sur la sécurité. Garantir la sécurité, garantir les investissements de ceux qui viennent chez nous, mais aussi leur offrir la possibilité de pouvoir exercer librement leurs activités dans le cadre des dispositions de la charte d'investissement, de la loi sur la liberté du commerce et de l'industrie, aussi bien que des avantages accordés par le code minier et autres codes des avantages fiscaux. Monsieur le ministre, le secteur dont vous avez la charge contribue efficacement à la croissance économique de la République centrafricaine, mais il se trouve qu'à l'heure actuelle, l'embargo pèse encore, la sanction pèse encore sur le diamant centrafricain, conformément au processus de Kimberley. Qu'est-ce qui est en train d'être fait au sein de votre département pour qu'il y ait levée totale et définitive sur le diamant brut centrafricain pour une meilleure exportation à l'étranger? Oui, c'est depuis 2013 que nous traînons cette sanction avec nous. Cela était dû à la rupture de l'ordre constitutionnel. Nous avions été suspendus et du processus de Kimberley et de l'initiative sur la transparence dans les industries extractives, l'ITIE. En 2021, notre pays avait eu le privilège de bénéficier de la levée de sanctions de l'ITIE suite à une visite du chef de l'État à Paris, lors de la conférence à Paris. Et donc, pour le côté ITIE étant réglé, nous sommes attelés à travailler avec le processus de Kimberley pour la levée des sanctions. Aujourd'hui, sur les 24 zones de production de diamants, 8 sont déclarées conformes, mais 16 sont encore sous embargo. Je voudrais préciser que dans les sessions précédentes du processus de Kimberley, nous avons travaillé, nous avons eu l'occasion de pouvoir parler de tous les efforts que le gouvernement a eu à faire en termes de retour de l'autorité de l'État sur toute l'autorité de l'État, parce que c'était le critère numéro 1, et aussi de la sécurité qui est revenue. Force est de constater que le groupe qui était chargé d'assurer la suivi du processus de Kimberley en République centrafricaine, le groupe de monitoring, n'a jamais daigné effectuer un déplacement dans notre pays comme cela est prévu dans les termes de référence de sa mission.
Et d'ailleurs, c'était depuis Moscou que la session plénière avait décidé qu'il fallait envoyer une mission de monitoring en République centrafricaine. Bon, vous savez, le monde aujourd'hui fait face un peu à la géopolitique où des grandes puissances s'affrontent, mais en utilisant parfois des stratégies qui pénalisent les pays pauvres comme le nôtre. Et donc, cette mission n'a pratiquement pas eu lieu pendant 3 ans. Mais cette année, l'année 2023, lors de la session de novembre, nous avons usé d'une autre procédure, c'est-à-dire la procédure administrative, qui fait obligation au processus de Kimberley de pouvoir répondre à nos préoccupations, auquel cas le bureau est obligé, ou bien les États sont obligés par écrit de pouvoir décider de la levée de sanctions. Et c'est là, cette stratégie a fonctionné puisque nous avons eu, vers la fin du mois de janvier, la visite du président du processus de Kimberley. Nous avons demandé une mission à une échelle moyenne, mais nous avons eu la visite du président du processus de Kimberley, le prince Salman Sultan Ahmed Sultan Ben Ahmed, qui était venu, Ahmed, qui était venu ici, qui avait rencontré les autorités, avec qui nous avons effectué des missions à Berberati, Boar et Bria, qui a constaté de lui-même les efforts du gouvernement, non seulement en termes de sécurité, mais aussi en termes de traçabilité, puisque dans ces différentes villes, nous avons des comités locaux de suivi conformément au cadre opérationnel qui a été défini par le processus de Kimberley et qui sont dans ces villes pour pouvoir suivre les activités de production et d'exportation de diamants. Et il nous avait promis que très rapidement, il y aura une mission de monitoring en République centrafricaine. Je peux vous annoncer sur ce plateau que hier, pas plus tard qu'hier, nous avons eu une lettre du processus de Kimberley qui nous a précisé qu'il y aura une mission dans les jours à venir. Permettez-moi de ne pas donner la date maintenant. Il y aura une mission de monitoring dans un avenir très très proche. Et donc, à l'issue de cette mission de monitoring, la mission sera conduite, puisque à Victoria Falls, au mois de novembre dernier, nous avons demandé, insisté et obtenu que le groupe de monitoring soit recomposé, parce que nous avons compris que les membres qui composaient ce groupe-là étaient plus dans un jeu géopolitique, et le processus de Kimberley nous a suivis dans notre quête. La mission qui viendra va être recomposée, elle sera conduite par un responsable russe, suivi d'un responsable de l'Union européenne et quelques pays africains. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, sur cette question très pertinente et très intéressante pour le peuple centrafricain, parce que l'arrivée de cette mission, j'ose espérer que cette fois-ci, peut-être cette mission sera là à Bangui. D'ailleurs, si la République centrafricaine a déjà rempli toutes ces formalités, qu'est-ce qu'on reproche exactement à ce pays pour la levée de cette sanction? Nous, on ne comprend pas toujours. Et aussi, est-ce que certainement, il y a certains pays membres du PK qui durcissent leur position pour que cette sanction ne soit pas levée? Alors, n'a-t-il pas un moyen de contourner cette histoire de PK-là et créer peut-être une taillerie centrafricaine ou passer à côté pour vraiment que la République centrafricaine soit aussi libre et à l'aise dans son exportation et importation de son diamant? Oui et non. Je commencerai plutôt par le non. Non, parce que le processus de Kimberley est comme un bébé pour la République centrafricaine. La RCA fait partie des membres fondateurs du processus de Kimberley, des pays africains et des pays producteurs de diamants qui avaient décidé de la création du processus de Kimberley pour lutter contre les diamants de sang. Donc c'est un peu notre bébé. Nous pensons que nous aussi nous tirons profit du processus de Kimberley, parce que il n'y a pas que les sanctions. Le processus de Kimberley appuie les États membres en termes de renforcement de capacité des fonctionnaires qui œuvrent dans le secteur du diamant. Et nous avons eu, nous, République centrafricaine,
le privilège de bénéficier de beaucoup d'appui, de beaucoup de soutien du processus de Kimberley. Mais maintenant, pour dire oui à ce que vous venez de dire, c'est possible quand vous avez le processus de Kimberley s'occupe plus des diamants bruts que des diamants taillés. Mais je voudrais juste vous dire que ce n'est pas parce que vous avez taillé votre diamant que vous n'aurez pas besoin de la certification. En fait, nous allons, si on devrait procéder ainsi, nous allons sortir du processus de Kimberley pour aller vers la certification des diamants taillés aussi. Parce que c'est aussi cela. Donc, c'est beaucoup plus important pour nous de rester dans le processus de Kimberley. Mais la taillerie de diamants nous offrira plutôt une valeur ajoutée à nos minéraux. Et nous y travaillons dans le cadre de l'actuel code minier. Nous avons prévu une structure qui s'occupera de cette question. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau pour la République centrafricaine. Pour les plus anciens, à l'époque, nous avions le comptoir national du diamant qui était chargé de collecter les pierres brutes, de les tailler avant de pouvoir les exporter. Et donc, nous pensons que une telle structure nous aiderait à créer de la valeur ajoutée pour nos minerais de diamant. L'autre question pertinente de l'heure, c'est également l'unité spéciale de lutte contre la fraude qui est mise en place à l'actif de votre département. Certaines voix s'élèvent au cours de ces derniers temps pour critiquer, selon quoi, les agents et fonctionnaires relevant du département dont vous avez la charge à travers cette unité excellent de temps en temps et de plus en plus dans ce qu'on appelle la contrebande. Qu'en dites-vous? Oui, vous savez, monsieur le journaliste, la fraude et la corruption, quand vous en parlez, vous devriez le faire avec beaucoup plus de prudence et de pincettes, parce que dévoiler votre stratégie voudrait dire encourager la fraude, entre guillemets. Oui, nous avons reçu des plaintes de ce côté concernant cette structure de l'État, mais de l'autre côté, nous prenons des sanctions. Je me rappelle en 2022, nous avions pratiquement vidé l'unité locale de Gomboula, où 8 responsables qui étaient en poste étaient ramenés à Bangui, gardés à vue pendant quelques jours avant d'être renvoyés dans leur corps d'origine. Nous prenons des sanctions, nous travaillons à cela, mais également nous travaillons sur des stratégies. Là, nous sommes en train d'élaborer un document de stratégie de lutte contre la fraude et la corruption qui sera disponible d'ici 1 ou 2 mois, qui nous offrira la possibilité de pouvoir réprimer sévèrement ces actes dont vous parlez. Mais je voudrais aussi vous dire qu'en termes d'exploitation minière, la fraude zéro n'existe pas. Même si nous sommes conscients que notre pays a besoin de ressources et pour cela doit lutter efficacement contre la fraude. Mais c'est plus l'insécurité que nous avons connue, la crise militaro-politique que nous avons connue dans notre pays, qui était à l'origine de ces fraudes. Parce que cela a rendu nos frontières poreuses et cela a fait perdre un peu de la discipline à ces unités qui sont chargées de réprimer la fraude. Nous avons, en plus de l'unité spéciale antifraude maintenant, une autre structure de l'État, un autre organe qui est chargé également de réprimer la fraude, l'inspection générale des mines, qui œuvre dans ce sens. Mais nous bénéficions également de l'appui de toutes nos forces de défense et de sécurité pour la répression de la fraude. Mais je peux vous dire que la stratégie finale sera d'aller vers la création d'une police minière, exclusivement minière, où les agents seront formés sur les stratégies, les techniques de lutte contre la fraude. Et nous avons prévu cela dans le code minier. Dès que ce document sera adopté par l'Assemblée nationale, ce projet de loi sera adopté par l'Assemblée nationale, nous disposerons de cet organe-là qui nous permettra de pouvoir travailler dans ce sens. Monsieur le ministre, où en sommes-nous déjà avec la relance de l'exploitation du pétrole de Boromata?
Oui, cette question m'est posée régulièrement. On reviendra à la question d'insécurité, parce que vous savez que vous avez parlé de Boromata. C'était une zone où qu'écumaient les groupes armés. Aujourd'hui, il y a le retour de l'autorité de l'État. C'est ce qui nous a permis d'envoyer une mise en demeure aux deux sociétés qui disposent de la concession pétrolière à Ndélé d'abord, à Gaskaï, et aussi à Boromata, à Birao. Nous avons eu l'occasion en début 2023 d'effectuer une mission à Birao avec le ministre résident de la Vakaga, le ministre d'État garde de Sceaux. Nous avons eu l'occasion de rencontrer les autorités locales, de leur assurer que la société PTIAS, qui est détentrice de la concession à Birao, à Boromata, va reprendre ses activités sous peu. Force est de constater qu'après notre mission, aussitôt les hostilités avaient repris de plus belle dans cette localité. Et aujourd'hui, avec la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité, la sécurité est rétablie dans cette portion du territoire. Et nous avons, pour cela, écrit à la société qui doit reprendre ses activités. Et nous avons, au niveau du département, prévu nous-mêmes effectuer un déplacement sur le terrain afin de les rassurer. Je vous dirai dans les jours à venir quand est-ce que ce déplacement va s'effectuer. Ce sera une mission beaucoup plus technique avec nos géologues qui seront sur le terrain, mais aussi politique, puisque c'est un message que nous allons lancer à nos partenaires de PTIAL, PETIAL et PTIAS pour dire que la sécurité est revenue dans cette portion du territoire et qu'ils peuvent reprendre leurs activités normalement. D'ailleurs, j'ai à ce sujet discuté longuement avec l'ambassade de Chine, puisque les deux concessions sont détenues par deux sociétés chinoises. Nous avons à ce sujet discuté longuement et l'ambassade semble être parfaitement en phase avec nous sur cette question de reprise des activités. Et donc nous pensons que dans les jours à venir, il pourrait y avoir reprise d'activité. Excellence Monsieur le ministre, restons dans ce registre. Comment comprendre qu'après 64 ans, la République centrafricaine n'arrive pas à explorer son gisement pétrolier, l'or noir, tandis que tous les pays limitrophes ont parvenu à l'exploitation de ce gisement pétrolier. Alors, quels sont les mécanismes qui sont mis en œuvre en chantier pour qu'un jour, ce gisement puisse voir le jour pour le bonheur du peuple centrafricain? Cela m'amène à revenir sur les éléments que j'avais développés tout à l'heure par rapport à l'industrialisation. L'exploitation pétrolière nécessite les mêmes prérequis, c'est-à-dire disposer d'infrastructures dédiées à cet effet, disposer d'un climat des affaires attrayant, disposer de la sécurité, ce que pendant très longtemps, et même jusqu'aujourd'hui, dans une certaine mesure, notre pays n'arrive pas à offrir. Mais il y a un point beaucoup plus important pour les questions d'exploitation de manière générale, minière ou pétrolière, c'est les recherches géologiques, l'exploration. Lorsqu'un État n'arrive pas lui-même à mener des activités de recherche qui lui offrent la possibilité de traiter avec des investisseurs sérieux et leur laisse plutôt la possibilité de pouvoir eux-mêmes mener des recherches, bien entendu, nous arrivons à ce que vous déplorez. Et c'est véritablement la faiblesse du secteur. Les recherches géologiques, les recherches primaires. Nous y travaillons. Vous avez certainement
suivi que nous avons mis en place des unités de recherche géologique que d'ici là nous allons rendre opérationnels véritablement pour commencer au moins les premiers travaux de recherche, ce qui nous permettra à la longue de pouvoir attirer plus d'investisseurs et dans le secteur minier et dans le secteur pétrolier. Oui, c'est vrai, depuis l'indépendance, nous n'arrivons pas à exploiter notre pétrole, c'est pour les raisons évoquées supra, mais nous devrions aussi retenir que l'exploitation pétrolière, l'exploration pétrolière prend énormément de temps, même si dans notre cas d'espèce, nous avons attribué la licence à ces deux sociétés respectivement en 2008 et en 2011, mais cela prend un peu de temps, et si vous enlevez la période de crise militaro-politique de 2013 à maintenant, vous comprendrez aisément pourquoi ces travaux-là ont pris beaucoup de retard. Notre vœu le plus absolu aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les travaux reprennent sur le terrain. Parce qu'une exploitation pétrolière commence dès lors qu'un gisement est certifié, même si vous, État, vous n'avez pas encore matériellement sur le terrain, l'exploitation n'a pas encore commencé, mais cela peut permettre à l'État de pouvoir entrer dans ses droits dès lors qu'une exploitation, qu'une concession, dès qu'à l'intérieur d'une concession, un gisement est certifié, circonscrit. Monsieur le ministre, le timing qui nous est réservé est presque épuisé pour cette entrevue en exclusivité. Néanmoins, nous avons prévu dans le contenu de cette émission, en exclusivité, la question du public. Alors, je vais laisser donc la place à l'homme de la rue pour vous poser directement la question du peuple. Bonjour, monsieur le ministre. Nous avons une question à votre faveur. À quand aura lieu la transformation industrielle de l'or dans notre pays pour que nous puissions avoir beaucoup d'argent? Je vais suivre avec vous la question. Qui est pratiquement en phase avec la vision qui est la nôtre aujourd'hui, non seulement diversifier l'exploitation minière, mais aller vers une transformation. Parce que nous n'allons pas commettre les mêmes erreurs. En fait, notre faiblesse d'aujourd'hui peut être transformée en atout. Oui, les autres sont en avance. Nous avons tout à faire et à refaire, mais cela peut être un atout pour nous, parce que nous tirons la leçon de ce que les autres également font. Nous pensons que nous devrions non seulement intensifier les activités d'exploitation artisanale aussi bien que semi-mécanisées, mais aussi disposer des unités de transformation. Votre consort avait parlé tout à l'heure d'une taillerie de diamants. J'avais eu l'occasion de dire que c'est un projet dans le cadre du code minier. Une telle structure sera créée. Il en est de même pour l'or. Nous avons prévu la création d'une société d'affinage de l'or que nous appelons SOCAF, qui sera chargée de pouvoir traiter l'or, raffiner l'or avant l'exploitation. Mais je voudrais préciser que d'ores et déjà, nous avons un embryon de transformation, puisque en fin 2021, le gouvernement a pris sous les instructions du chef de l'État, avait pris une mesure de pouvoir interdire l'exportation de l'or en poudre. Donc aujourd'hui, tout l'or qui est exporté dans notre pays subit une première transformation au niveau des fonderies d'or. Mais nous voulons élever le niveau, aller vers une raffinerie nationale. Et c'est ce à quoi nous travaillons actuellement. Et donc je voudrais aussi profiter de l'occasion pour remercier cette compatriote de son intérêt pour le secteur et de son intérêt pour les questions de transformation de nos minéraux.
Eh bien, Monsieur le Ministre, cette entrevue tire à sa fin. Nous étions deux pour animer cette entrevue. Esther Karim Mazmouk, je suis journaliste et rédacteur en chef à la direction des informations à Radio Centrafrique. Et moi-même, bienvenue Bissayo, directeur des informations à la chaîne de Télé Centrafrique. Monsieur le Ministre, l'équipe de la rédaction de la télévision et de la Radio Centrafrique ainsi que l'équipe technique par ma voix vous remercie surtout de votre disponibilité selon votre agenda à pouvoir répondre à nos préoccupations qui sont les préoccupations du peuple centrafricain. Je disais au départ que c'était un devoir, la redevabilité. Je vous remercie. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous rejoindre à l'heure actuelle dans la grille des émissions de la radio et de la télévision nationale. Nous sommes toujours dans cet exercice démocratique consacré au passage des membres du gouvernement, conformément au 3e anniversaire marquant l'accession à la magistrature suprême de l'État de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, en ce qui concerne exclusivement son 5 ans quinquennat. Pour ce 9e numéro, nous avons l'honneur de recevoir sur ce double plateau de la radio et la télévision nationale le ministre en charge des mines et de la géologie, M. Rufin Benam Beltungu. Avec le membre du gouvernement, nous avons fait le tour d'horizon de l'état des lieux du secteur minier, les perspectives d'avenir ainsi que les différentes stratégies visant à améliorer l'exploitation du diamant centrafricain vers l'extérieur. Ce sont les principaux sujets qui étaient au menu de notre entretien en exclusivité avec le membre du gouvernement. Merci à vous d'avoir été de nôtres, mais seulement ne quittez pas. Nous allons vous inviter à suivre un extrait du film et documentaire mettant en relief les réalisations physiques du président de la République, chef de l'État, et juste après, nous allons nous retrouver cette fois-ci pour la version en langue nationale. À tout de suite. Les centrafricains disposent d'énormes richesses minières encore non exploitées. L'or et diamants se trouvent dans presque tous les coins du pays. Elle détient également une grande réserve en hydrocarbures. Plusieurs gisements de pétrole ont été découverts. Le fer, le ciment, l'uranium, le magnésium, le cobalt et bien d'autres ressources sont recensées pour être mises en valeur. Évolution des exportations. On note une nette amélioration dans les statistiques d'exportation du diamant et de l'or qui ont dépassé les prévisions de l'année 2021. Le diamant. Le volume des exportations des diamants a pratiquement doublé annuellement, soit 25 281,3 carats en 2019, 50 410,45 carats en 2020 et 93 965,37 carats en 2021 pour des valeurs taxables respectives de 3 489 784 400 francs CFA, 4 24 436 600 francs CFA et 6 705 933 981 francs CFA. L'or. L'exportation de l'or est passée de 359 kg en 2019 à 401 kg en 2020, puis 775 kg en 2021 pour des valeurs taxables respectives de 6 90 163